L'histoire a toujours été façonnée par de grandes figures. Dans la chronique de la semaine dernière où l'on est revenu sur l'histoire du Blue Jean, l'histoire a retenu Lévi-Strauss, fondant l'une des marques les plus connues à travers le monde. Mais l'histoire n'a pas retenu Jacob Davis, qui a pourtant permis au jean et à Lévi-Strauss d'apporter une innovation indispensable à la future gloire du jean. Les livres d'histoire sont donc faits de personnages oubliés. Aujourd'hui, nous débutons donc une série en 3 épisodes consacrée aux femmes oubliées de l'histoire, et elles sont nombreuses. L'histoire du jean nous a plongé dans les débuts de la conquête de l'Ouest américain. Les mythes et légendes sont nombreux autour des cow-boys, des Indiens et de l'armée américaine. Mais qu'en est-il des femmes à cette période-là ? Le nom est connu, mais l'histoire un peu moins. Calamity Jane. Héroïne d'un des albums de Lucky Luke, qui était Calamity Jane ? Quelle est son histoire ? Plongée au cœur du Far West, des chercheurs d'or et de l'alcool frelaté. Cette chronique est habillée à l'aide d'extraits du documentaire diffusé sur Arte, La légende de Calamity Jane à la conquête de l'Ouest, et d'extraits de ses lettres envoyées à sa fille. Nous retrouvons aujourd'hui Olive pour la lecture des extraits. Benji a participé à l'habillage de la chronique, il est en face de moi, vissé à sa fidèle console. L'histoire de Martha Canary prend racine en plein cœur du Missouri. Elle voit le jour le 1er mai 1852 ou 1856 à Princeton. Quand on s'intéresse à la vie de celle que l'on surnommera par la suite Calamity Jane, l'histoire et la légende ne sont jamais loin. C'est pour cette raison que même sa date de naissance est sujet à débat. La petite Martha grandit dans une famille de fermiers. Robert Wilson, le papa, est un joueur invétéré. Quant à Charlotte, la maman, elle boit énormément et s'adonne à des liaisons avec d'autres hommes. Pas le meilleur cadre pour grandir sereinement. Des années plus tard, dans les lettres qu'elle aurait écrites à sa fille, là encore les historiens ne sont pas tout à fait d'accord sur la véracité de ses écrits. Elle donne sa vision d'un couple. Ils sont si attachés l'un à l'autre que c'est une honte de les voir se quitter. Mais je pense que quelques années de séparation leur donneront à tous les deux des idées différentes sur ce gâchis qu'on nomme amour. À cause des problèmes de jeu de son père, la famille Canary se retrouve criblée de dettes. Elle fuit donc le Missouri, direction l'Ouest, le Far West. La vie de Martha Canary est liée à 2 grands événements de l'histoire américaine. La conquête de l'Ouest, à travers la ruée vers l'or, et le sort réservé à la communauté amérindienne. En 1862, la famille prend la route comme de nombreux citoyens américains. La piste de l'Oregon était la route privilégiée par les migrants pour rejoindre les territoires de l'Ouest. Départ de Independence, non loin de la rivière Missouri, direction le Kansas, le Nebraska, le Wyoming, l'Idaho et enfin l'Oregon. À cette époque, c'est plus de 3500 pionniers qui vont chercher un utopique Eldorado à l'ouest. Les photos montrent des centaines de calèches se suivant le long de routes escarpées, donnant une fausse allure d'embouteillage sur les autoroutes du sud de la France en plein mois d'août. À raison de 20 km par jour, la vie était rude pour les familles. Elle l'était encore plus pour les femmes. Il est communément admis qu'il y avait très peu de femmes dans l'Ouest, alors qu'un grand nombre de familles s'y sont installées. Les femmes devaient travailler aux côtés des hommes. Elles labouraient les champs, elles aidaient à s'occuper du bétail. Elles n'avaient pas vraiment de vie, c'était très éprouvant. Si vous regardez les images de ces pionnières, vous constaterez qu'elles sont extrêmement marquées. Elles sont vieilles avant l'âge. Elles avaient une vie très dure. D'ailleurs, nombre d'entre elles devenaient folles. Dans le Nebraska, le vent souffle constamment. Et certaines de ces femmes étaient si seules là-bas, livrées à elles-mêmes, qu'elles n'ont tout simplement pas supporté l'isolement, le souffle du vent et la solitude environnante. Et elles en devenaient folles. En 1866, la vie de Martha bascule. Sa maman décède dans le Montana. 1 an plus tard, son papa disparaît du jour au lendemain. Personne n'a jamais su où il était passé. Martha est placée dans une famille d'accueil à Piémont, en plein cœur de l'état du Wyoming. Elle a 12 ans quand elle est accueillie dans cette famille. Le ménage, le linge, on lui offre une vie de labeur qui ne lui convient pas. Elle a un envie d'espace, de liberté. À Piémont, son comportement inapproprié lui attira des ennuis. Elle buvait, faisait la fête avec les soldats. Et Madame Alton la flanqua à la porte.
Ce n'est pas facile de se mettre à la place de la jeune Martha. Elle devait sans cesse trouver un endroit où dormir. Elle agissait selon sa propre volonté. Elle n'avait pas de famille. Tout ce qu'elle a vécu l'a rendue foncièrement indépendante. Donc, quand cette orpheline arrivait quelque part, elle se comportait de façon totalement affranchie, et ce n'était pas ça qu'on attendait d'elle. Et on la mettait à la porte. À cette époque, les femmes étaient ramenées à une condition plus que sommaire. Si elles ne rentraient pas dans le moule voulu par l'époque, il leur était très difficile de se faire une place. Explication toujours avec le même historien Jérémy Agnew. À l'époque victorienne, les jeunes femmes étaient sous la responsabilité de leur père. Plus tard, elles étaient supposées se marier, et c'était alors au tour de leur mari de les entretenir. Et tout se passait bien si elles trouvaient un mari. Pour les autres, il était plus compliqué de se faire une place dans la société. Une femme célibataire livrée à elle-même n'avait que très peu d'alternatives. Et l'une de ces alternatives était la prostitution. Martha aurait travaillé dans un saloon, ou plutôt une maison close du nom de 3 Mile Hog Ranch. La représentation que l'on se fait des saloons vient de la représentation qu'en a fait Hollywood à l'époque des western spaghetti. À l'époque, un saloon c'était plutôt un tonneau retourné, une planche de bois et une bouteille d'un mauvais whisky. La plupart du temps, les saloons étaient en réalité des maisons closes. Les recherches historiques ont montré différents types de saloons, mais celui que Martha a fréquenté n'était pas un établissement pour riches propriétaires terriens. L'histoire de Calamity Jane permet aussi de s'intéresser à la conquête de l'Ouest américain et à la cause des Amérindiens. Dès 1837, le gouvernement fédéral fait voter une loi, l'Indian Removal Act. Cette loi autorise le déplacement des populations indiennes. Pour quelles raisons ? Principalement car ces régions étaient suspectées d'avoir énormément d'or dans leurs rivières et dans leurs terres. 70 000 Indiens furent donc déplacés. Sur ces 70 000, 20% de cette population succomba au trajet pour cause de maladie. En 1874, toujours le même gouvernement fédéral met fin à un traité passé avec les Amérindiens en envoyant un escadron de l'armée américaine en plein cœur de la réserve de Black Hills, dans le Dakota du Sud. Encore une fois, la seule raison de cette expédition est de valider l'hypothèse que de l'or se cache sur ce territoire. Le problème, c'est que les territoires des Black Hills étaient absolument sacrés aux yeux des tribus Lakota et Kiowa, car c'était leur terre natale. C'est là que pour eux tout a commencé. Alors que les Blancs voyaient ces terres simplement comme un endroit qui pouvait les rendre riches. C'est donc un choc des cultures entre les Blancs et les Indiens des plaines. Dès qu'il y avait présence d'or, les Blancs envahissaient chaque parcelle des terres indiennes. Un an plus tard, une expédition géologique est menée par le professeur de géologie Walter Ginney. C'est lors de cette expédition que Martha Kalari va se faire surnommer Calamity Jane et investir les colonnes des journaux pour la première fois, dans un article du Chicago Tribune datant du 9 juin 1875. Elle arrive à s'introduire clandestinement dans l'expédition. Les journalistes présents dans l'équipe comptent alors son histoire dans les différents journaux de l'époque. C'est pendant cette campagne que l'une des photos les plus célèbres de Calamity Jane va être prise. Elle pose en tenue d'homme, un chapeau à bandes larges sur la tête, le regard dur fixant l'objectif. Son attitude est quant à elle complètement décontractée. Par la suite, elle réinvestit une nouvelle expédition menée par George Cook. Elle devient éclaireur pour l'armée américaine. On en vient alors à son opinion sur les Indiens. Extrait issu des lettres qu'elle aurait envoyées à sa fille. Encore une fois, la légende et l'histoire se confondent. Certains historiens pensent qu'elle n'aurait pas écrit ces lettres
mais qu'elle aurait romancé son histoire. Vois-tu, ton grand-père était prédicateur. Il était comme le prêcheur Smith. Il pensait qu'il pouvait combattre la nation indienne tout entière avec une Bible. Je ne crains pas de les affronter tant que j'ai 2 pistolets dans la ceinture, mais aussi sûr que l'enfer existe, je détesterais les affronter avec une Bible sous les bras. À travers les États-Unis, son histoire devient une véritable légende. Elle est à la hauteur des grandes figures masculines du Far West. Un spectacle intitulé Wild West Show tournera dans tous les États-Unis pour relater son histoire. Les défaites militaires de l'armée américaine forcent les journalistes à ériger des figures en héros. Calamity Jane aurait, selon quelques journalistes peut-être un peu trop sensationnalistes, scalpé quelques Indiens. Sauf que depuis qu'elle a l'âge de 12 ans, Martha a un sérieux problème. Elle boit. Elle boit énormément. Cela va causer sa perte. Sa fille restera quant à elle comme le plus beau cadeau que la vie lui ait offert. Ne laisse pas la jalousie te prendre. Elle tue l'amour. Je l'ai perdu, j'ai perdu tout ce que j'avais jamais aimé. Toi, excepté. Martha vadrouille de lieu en lieu, alternant les petits boulots. Elle le raconte à cette époque à sa fille. Je conduis une diligence ces temps-ci. Le révérend Sype et Teddy Blue, Abbott, m'ont trouvé ce boulot. Ils semblaient penser que ça valait mieux qu'être hôtesse dans un saloon. Tu vois que ta mère travaille pour gagner sa vie. Un jour, j'ai du poulet à manger, et le lendemain, les plumes. Hier, je suis tombée sur Jack Dalton. On dit que c'est un hors-la-loi, mais tout au fond de son cœur, il est bon. Le 1er août 1903, après de multiples soirées arrosées au saloon du coin, elle est retrouvée morte dans une petite chambre d'hôtel. Seule. Une vraie calamité pour cette héroïne de l'histoire américaine. Clope au bec, Colt dans la poche, Winchester sur l'épaule, Calamity Jane est une figure légendaire du Far West. Elle n'a jamais mis de côté son genre pour se faire passer pour un homme. Elle s'habillait comme un homme, elle se comportait comme un homme, car c'est ce qu'elle souhaitait. Elle était tellement connue qu'elle était la seule femme autorisée à rentrer dans les saloons. On termine avec un extrait qui traduit bien sa façon de penser. Je me mêle de ceux qui me regardent, mais rappelle-toi toujours que s'il y a une chose que le monde déteste, c'est une femme qui se mêle de ceux qui la regardent. On se retrouve nous la semaine prochaine pour la suite de notre série sur les femmes oubliées de l'histoire.